Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On continue dans ce triptyque de l'Est de la France. Après la classique Grand Besançon, on poursuit avec le Tour du Jura pour cette deuxième journée avant le Tour du Doubs qui aura lieu demain, qui sera Coupe de France, je rappelle également. Alors, le Tour du Doubs, je ne sais pas si on aura le temps de faire le débrief du Tour du Doubs, parce que c'est toujours un petit peu compliqué avec l'Amstel, avec le Tour des Alpes, avec la présentation de la Flèche Wallonne. C'est toujours un moment un petit peu chargé. Le Tour du Jura. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok également, et les shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce Tour du Jura. On a eu une course avec un gros tempo. Pendant très longtemps, on était à 43 de moyenne sur les premières heures de course, avec une échappée qui n'arrivait pas à partir, avec une échappée qui a mis beaucoup de temps à sortir, donc une échappée de costaud, donc une échappée qui faisait extrêmement peur. À la fin de la course, on est à 41 de moyenne, il y avait quand même 3000 mètres de dénivelé positif, donc on a quasiment le même rythme que la veille, mais avec un parcours plus difficile, largement, et puis on était avant l'horaire le plus rapide, donc ce qui montre qu'on a tapé dedans quand même pas mal sur cette étape, sur cette journée. Belle échappée, donc comme je le disais, de coureurs costauds. On avait notamment Marco Frigo, Alexis Villarmoz, également le local, qui fait sa dernière saison. Et puis, encore une fois, Holter de la Uno X, qui avait déjà été présent la veille. Alors, le peloton, c'est quand même plus méfié. Déjà parce que Marco Frigo, on le connaît un petit peu. Holter, vu le numéro qu'il avait fait la veille. Et puis Villarmoz, je pense qu'il y avait quelques coureurs qui faisaient peur dans cette échappée. La côte finale était plus longue aussi, donc à 10 km de l'arrivée, ils avaient moins d'une minute d'avance, on était à 55 secondes, donc on savait qu'ils n'avaient aucune chance d'aller au bout, surtout qu'il n'était plus que deux. À ce moment-là, il n'y avait plus que Holter et Marco Frigo. Et puis derrière, énormément de rebondissements dans les 4 dernières difficultés, dans les 4 dernières kilomètres de cette journée, je vais y arriver, avec beaucoup de défaillances de coureurs, peut-être la chaleur. C'est vrai qu'on est sur l'une des premières journées, on était au-delà de 22-23 degrés. Ça arrive même plutôt plus tard que l'année dernière. L'année dernière, on a vu des journées assez chaudes. Je me souviens mi-mars. Là, on n'en a pas eu. C'est vrai que sur les classiques flandriennes, il a fait un temps raisonnable. Et là, c'est vraiment sur ce Tour du Jura où quand on atteint 22-23 degrés, il faut que le corps s'habitue à ces premières chaleurs, à ces températures, on va dire, un peu plus estivales. Et parfois, c'est un petit peu compliqué à gérer pour les coureurs. Peut-être également que le rythme des premières heures de course ont fait mal aux coureurs. Et ce qui fait qu'on a vu notamment dans un premier temps David Gaudu en difficulté après une accélération de Félix Gall. Et puis après, c'était Félix Gall qui était en difficulté suite à une accélération de Cepeda et de Guillaume Martin. Et puis après, c'était David Gaudu qui arrivait à s'en sortir, à revenir sur les hommes des têtes. Et puis à remettre une cartouche à 900 mètres de l'arrivée. Cepeda, lui, explosait complètement dans le dernier kilomètre alors que Guillaume Martin s'accrochait, mais il était dépassé par un Jordan Gégat qui était parti un petit peu plus tard dans cette montée. Donc beaucoup de rebondissements aujourd'hui dans les 4 derniers kilomètres. C'était très plaisant à suivre dans le final de cette journée. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top aujourd'hui. Je commence avec David Gaudu. Salva va faire du bien à David Gaudu. Ça fait depuis je dirais pas un an, mais 8-10 mois qui galère un petit peu. Notamment à partir du Dauphiné l'année dernière, où ils avaient changé beaucoup de modifications sur l'approche du Dauphiné au niveau du programme d'entraînement, ce qui n'avait pas vraiment été efficace, ce qui n'avait pas vraiment fonctionné. Derrière, il se retrouve en difficulté sur le Tour de France. Certes, il finit 9e, mais jamais dans le coup avec les meilleurs. Et c'est vrai que par rapport à sa 4e place de l'année d'avant, c'est un petit peu décevant. Et puis la fin de saison est difficile. Il est quasiment transparent. Je crois que son dernier jour de course, je ne sais pas si le Tour du Luxembourg,
où il abandonne avec Thibaut Pinot en début de journée. Je suis même pas sûr qu'il revienne après le Tour du Luxembourg. Début de saison 2024, bon, 3 chutes en 3 courses. Grande Camino, chute sur le repérage du contre-la-montre, course difficile, on voit plus Lenny Martinez que lui, donc en plus il n'est pas dans la lumière, donc pas toujours facile à appréhender, à réagir quand vous êtes plus dans la lumière, quand vous êtes leader et qu'il y a un autre coureur qui commence à pousser très fort, c'est pas toujours évident. Derrière, chute sur Paris-Nice de manière un petit peu bête, en essayant d'enlever sa veste. Ce qui montre aussi une maîtrise technique du vélo qui n'est pas parfaite, encore du côté de David Gaudu. Et puis derrière, chute sur le Tour du Pays Basque au bout de 2 jours de course avec 10 points de suture, impossibilité de reprendre. Ça, c'est vrai que c'était pas évident pour le coureur français. Ça lui a permis d'éviter quand même l'étape avec la grosse chute sur le Tour du Pays Basque. Mais son début de saison était loin d'être parfait, émaillé par ses multiples chutes, donc une préparation qui n'était pas parfaite aussi pour les différentes courses auxquelles il souhaitait participer. Hier, bon, c'était pas mal hein, du côté de David Gaudu, mais c'est vrai que c'était encore Lenny Martinez qui avait pris un petit peu le feu des projecteurs, un petit peu, qui était sous la lumière. Et puis là, aujourd'hui, Gaudu, je pense que déjà Lenny Martinez n'était pas au top. Il a souffert aujourd'hui, Martinez. Il finit 11e, mais il a souffert hein, quand même. Il a dû vraiment forcer pour aller chercher cette 11e place. Il y avait une opportunité aussi parce que vous avez quelques coureurs quand même qui sont sur l'Amstel Gold Race. Je pense notamment chez Decathlon AG2R, on n'a peut-être pas mis les meilleurs coureurs ici. À part Félix Gall, mais je dirais pour ce type de parcours-là. Donc il y avait une opportunité pour David Gaudu de faire un résultat aujourd'hui. Et moi, j'ai été vraiment satisfait de sa course. Et il s'est accroché en plus. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il s'est accroché. Pour moi, c'est pas le meilleur coureur au niveau mental, Gaudu. Donc moi, quand je l'ai vu lâcher à 3 bornes et demie de l'arrivée, je me suis dit, allez, bon, ça va être une journée compliquée, les Groupama seront pas devant. Et puis, il y a eu tellement de rebondissements. Lui, il s'est accroché. Il a réussi à revenir sur Félix Gall. Il a réussi à revenir sur les meilleurs coureurs. Et là, je me suis dit, putain, dans le dernier kilomètre, chapeau quand même. Chapeau aujourd'hui pour la force de caractère, pour revenir. Alors certes, oui, c'est une manche type Coupe de France en termes de liste de départ. Mais quand même, il faut réussir à aller la chercher celle-là. Vous savez, je ne suis pas le plus grand fan de David Gaudu, mais là, je trouve qu'il a montré une belle force de caractère, qu'il a montré des très belles choses aujourd'hui. Donc on verra pour la suite de sa saison. Il y aura, je pense, les 2 prochaines courses ardennaises, hein, la Flèche et Liège. Je pense au programme de Gaudu. Donc on sait que sur la Flèche Wallonne, il est plutôt pas mal sur cette épreuve. Donc on verra comment ça se passera dans le mur de vie, surtout que cette année, c'est assez ouvert hein, sur la Flèche Wallonne. Hein, c'est assez ouvert sur ces classiques ardennaises. Mais une belle journée pour Gaudu, ça va lui donner de la confiance. Cette victoire elle arrive au bon moment aussi, hein, parce que en fin de semaine prochaine, on sera sur la fin de cette première partie de saison pour ces coureurs de grand tour, de la fin de ce premier gros cycle de travail. Et puis ensuite, on se préparera pour le Tour de France, pour les grandes courses par étapes. Donc ça sera la fin de cette première session de saison. Donc repartir encore une fois sur une dynamique positive avec des résultats qui auront été satisfaisants. C'est plus évident de repartir à l'entraînement et de repartir avec des grosses ambitions pour le Dauphiné et pour le Tour de France derrière. Surtout qu'il aura peut-être ajusté des éléments sur sa préparation qui n'allaient pas l'année dernière. Je pense que Gaudu s'est énormément accroché aujourd'hui. Je pense que les chutes, il le disait hier en interview, mais je ne pouvais pas être plus bas en fait. C'est-à-dire que je cours pas sans pression, mais peut-être qu'il se pose moins de questions que d'habitude parce que il est de toute manière à un niveau où il était presque au fond du trou. Donc bon, même une 10e place, il s'en serait contenté. Et c'est peut-être là où il est le meilleur, Gaudu. Il y a peut-être des choses à étudier sur le futur au niveau préparation mentale, au niveau manière d'appréhender les courses, au niveau mentalité pour Gaudu, qui sont pas mal sur ces 3 jours de compétition. On verra demain encore hein, pour David Gaudu. Deuxième, Jordan Jegat. Impressionnant le début de saison de Jordan Jegat. On en parle assez peu parce que Total Energy n'est pas au top de sa forme. Mais autant les leaders chez Total Energy, pour moi, passent un petit peu à côté pour le moment de leur début de saison. Autant je trouve que Jordan Jegat, c'est vraiment pas mal
ce qu'il fait depuis quelques temps. Là, il a réussi à ressortir dans le final. Il bat Guillaume Martin, Félix Gall, quand même. Van Hoek, solide à 24 ans. Ouais, déjà, quasiment 200 points UCI de marqué. Il était 8e de la Faune Ardèche Classique, c'était pas mal. 17e sur le Tour du Pays Basque, mais pendant longtemps, il est dans le top 10. Donc ça aussi, c'est un bon résultat. 10e de la Classique Grand Besançon hier, mais je trouve qu'il fait peut-être pas son effort au bon moment. Et puis 2e de ce Tour du Jura. Donc là aussi, c'est très intéressant pour Jordan Jegat, pour cette équipe qui est un petit peu en difficulté. Ça fait des points. Et puis moi, je suis assez impressionné parce que pour moi, chez CIC, c'était quand même plus un profil baroudeur. Jordan Jegat. Donc je ne le voyais pas comme ça s'en sortir avec un statut de leader. Voilà, pour moi, c'était plus un statut d'équipier qu'il avait jusqu'à maintenant Jordan Jegat. Donc là, vraiment pas mal. Pas mal du tout. C'est très intéressant ce qu'il a réussi à faire sur cette journée de course. Donc il faudra voir sur la suite ce que ça va donner. Mais vraiment pas mal. Voilà, Jordan Jegat. Donc non, très content. C'est un coureur que moi j'ai connu sur les manches de Coupe de France, pour tout vous dire, en 2022, quand cette équipe Unant Atlantique est arrivée. Mais ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. C'est vrai que l'année dernière, il avait déjà fait 6e du Tour du Limousin. Il y a plutôt une belle densité avec des belles bosses. Mais pour moi, c'était plus un profil baroudeur. Mais c'est un coureur qui a aussi fait 7e du Tour d'Alsace, par exemple, en 2022. Sur ce Tour d'Alsace, il y avait Pickering, il y avait Van Edvelt, il y avait Thalmann, Thompson, Klukers, par exemple. Stéphane Rossetto aussi. Mais ouais, c'était pas mal. C'était la dernière année de Stéphane Rossetto en 2022. Le coureur français qui avait été viré de la Cofidis. Voilà, c'était sans forcément qu'il y ait de mauvais résultats pour lui en 2020. Il avait même fait des très bons résultats en 2020. Je me souviens notamment sur le Tour d'Italie. Et ouais, Cofidis s'était dit non, c'est pas top, c'est pas suffisant. Voilà. Ce qui était un énorme baroudeur, pote de Offredo, Stéphane Rossetto, puis coureur avec du caractère, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était pas une mauvaise chose de la part de Jordan Jegat, donc intéressant, voilà, pour ce coureur sur cette épreuve là. On va voir ce que ça va donner maintenant sur des courses un petit peu plus compliquées. Il avait fait 4e également du classement des jeunes du Tour de l'Ain. Donc ouais, il avait montré quand même des choses en montagne, mais pour moi c'était plus un baroudeur. Encore une fois, voilà, j'avais rajouté ces résultats-là. Je trouve que vraiment un résultat très intéressant, voilà, pour le coureur français à 24 ans, première année en 2e division. C'est pas toujours facile de passer de Continental à un niveau au-dessus. Lui, je trouve qu'il s'en sort très bien, bien mieux que Jason Tesson, par exemple, si on fait la comparaison. Et il a obtenu autant de points pour sa Knitstad cette année que sur toute la saison 2023. Donc ça montre, encore une fois, des très bonnes jambes pour Jordan Jegat. Holter, le coureur de la Uno X, c'est pas mal, le petit Holter, c'est pas mal du tout ce qu'il propose pour le moment. C'est pas évident de repartir en échappée quand la veille t'as déjà fait une grosse journée, que t'es repris dans le final, parce que hier Holter il est repris à 3 bornes de l'arrivée, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de repartir dans une échappée le lendemain, une échappée qui met du temps à se former, avec encore une fois des grands noms, réussir à finir devant des Vuillermoz par exemple, devant des Maximilien Julliard, des Le Danois, c'est plutôt pas mal quoi. Pour un coureur de ce type-là, de ce calibre-là, je trouve que c'est un très bon résultat de la part de Haltner, de réussir à tenir jusqu'au bout. C'était pas si évident. Et voilà, ça a été une très belle journée à l'avant de la course encore pour Haltner. 154 km d'échappée hier, 138 aujourd'hui. On n'est pas loin de 300 km d'échappée en 2 jours. Bon, est-ce qu'il sera encore sur la course demain, je ne sais pas. Mais s'il repart dans l'échappée, ça sera une sacrée perf de la part du coureur norvégien. Pour tout vous dire, c'est pas un coureur que je connais beaucoup.
Il est passé par Joker, il est passé par l'équipe de développement Uno X, mais il n'avait pas été conservé. Et puis il a été repris par Uno X après une année dans une équipe amateur, le Lillehammer CK, qu'il avait rejoint après une année chez les professionnels. Et là, il fait plutôt des résultats intéressants pour le moment. Depuis 2022, voilà, il est revenu chez les pros. Je vais pas vous mentir, en termes de résultats, c'était pas si fou que ça. Mais il avait très peu couru en 2022, seulement 26 jours de course, peut-être des problèmes physiques pour ce coureur-là. Il avait abandonné au mois d'août l'année, voilà, il n'avait pas repris. Et puis il avait fait 51 jours de course l'année dernière, notamment vainqueur avec l'équipe de développement de la du Sundvolden Grand Prix, qui est une course importante en Norvège. Il avait pris également une échappée sur le Tour des Alpes lors de la dernière étape, échappée également sur la route Adélie de Vitré et sur la dernière étape du Tour de Luxembourg. Voilà pour sa saison l'année dernière. On poursuit du côté des coureurs top avec un dernier coureur top, c'est Guillaume Martin. On n'est pas passé loin de la première victoire cette année de la Cofidis, mais pour moi c'est encore... ce sont des parcours qui sont pas si évidents que ça pour Guillaume Martin, parce que c'est pas forcément... c'est un profil grimpeur, pur grimpeur hein, pour moi, Guillaume Martin. C'est un mec qui a besoin de temps pour se mettre en route. Et c'est vrai qu'après un début de saison qui a été pas loin d'être catastrophique, hein, seulement avant ce Tour du Jura, il avait marqué très peu de points UCI. Hein, on était sur 130 points UCI de marqué à peu près. Eh bien, je trouve que là, cette troisième place, ça va peut-être lui mettre de la confiance. Il fera le Tour du Doubs. Ensuite, demain, la Flèche Wallonne, Liège, avant le Dauphiné. Il a besoin de résultats avant d'aller sur le Tour de France. Alors, c'est vrai que c'est un coureur qui a un parcours un petit peu surprenant cette saison, Guillaume Martin, parce qu'il fait aussi la Vuelta. Donc, peut-être que la condition physique est loin d'être parfaite en préparation et pour essayer d'engendrer le moins de fatigue possible avant cet enchaînement Tour de France Vuelta qui ne sera pas évident à réaliser. Mais là aujourd'hui j'ai bien aimé ce qu'a fait Guillaume Martin. Lui aussi s'est accroché, il a tenté des choses. Peut-être voilà, on sait que c'est un coureur avec un comportement assez offensif, donc c'est pas mal. C'est un coureur qui est en fin de contrat aussi, Guillaume Martin, donc je pense qu'il doit réfléchir à ce qu'il poursuit avec la Cofidis. Ça fait 4 ans qu'il est dans cette... ça fait 5 saisons qu'il est dans cette formation. Est-ce qu'il se dit, est-ce que je rejoins Intermarché? On sait qu'Intermarché avait fait un petit peu un appel du pied pour Guillaume Martin. Il y a peut-être d'autres formations qui peuvent intéresser le coureur normand. Donc ça peut jouer en ce moment. Et c'est vrai que ça a peut-être joué aussi sur cette première partie de saison. Le fait d'être sans contrat, le fait d'avoir peut-être des propositions d'autres formations. Mais peut-être que ça a joué sur son niveau de performance aussi. Peut-être qu'il avait un petit peu la tête ailleurs. Mais là, je trouve que cette troisième place, j'espère que voilà, ça va confirmer ce qu'on avait vu sur cette dernière étape du Tour de Catalogne. Et également sur Paris-Camembert, où il était dans le groupe avec les meilleurs. Donc on espère que ça va enfin lancer sa saison. Donc on essaiera d'avoir la confirmation. Mais demain, c'est peut-être un peu moins pour des coureurs de son profil à Guillaume Martin, même s'il y a encore pas loin de 3000 mètres de dénivelé positif sur le Tour du Doubs. Et bien on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Je commence avec Israël. Je trouve que leur semaine dans l'est de la France se passe pas super bien. Là aujourd'hui Michael Woods 14e, c'est pas exceptionnel en termes de résultats. Alors certes il y a eu l'échappée de Marco Frigo. Je trouve déjà qu'en termes de stratégie j'aurais plutôt gardé Marco Frigo pour le final. J'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre dans l'échappée. Ils ont des jeunes coureurs Israël sur cette semaine de compétition qui viennent de l'équipe de développement. J'aurais peut-être plutôt décidé de mettre ces coureurs là en échappée. Je pense que c'est intéressant pour des jeunes coureurs. Je pense à Kian Watts par exemple, peut-être aussi à Mason Holliman qui sont des coureurs de l'académie. C'est peut-être ces coureurs là que j'aurais plutôt mis
Alors non, pardon, Oliman, il est maintenant dans l'équipe 1. Je pensais qu'il était encore dans l'académie, non, il est dans l'équipe 1. Mais c'est peut-être à ces cours-là que j'aurais mis dans l'échappée parce que je pense qu'on apprend pas mal de choses dans une échappée sur la gestion de cours, sur la manière de faire, sur la tactique. Et que des jeunes coureurs devraient parfois, peut-être dans leurs premières années, prendre un peu plus d'échappée parce que ça leur améliorerait peut-être leur sens de la tactique, leur manière de regarder les adversaires, de voir, bah tiens, avec des indices, ce coureur-là il est pas bien, ce coureur-là il est bien. Je pense que c'est dans une échappée qu'on apprend beaucoup. Et moi j'aurais peut-être plutôt mis Marco Frigo pour aider Michael Woods ou aider Nick Schulz aussi, hein, le coureur australien, qui aime bien en plus et qui connaît bien les routes de ce coin-là de la France. Donc voilà, j'ai un peu eu du mal à comprendre la stratégie. Je trouve que 13e Michael Woods, c'est encore pas vraiment fantastique. Mais peut-être que la situation, hein, on va pas y revenir plus en détail, on l'a déjà fait beaucoup hier, mais la situation sécuritaire autour de cette équipe, notamment les menaces, hein, il y a des menaces importantes hein, sur le Giro, sur le Tour de France, ça va peut-être commencer à peser sur les coureurs. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une équipe, que vous savez que votre sécurité va peut-être, qu'il va y avoir peut-être un protocole important autour de cette équipe, que votre sécurité est peut-être un peu, un peu, un peu en danger, qu'on va devoir faire peut-être des choses qui ne sont pas habituelles pour une équipe de cyclistes, que ça va peut-être gêner la récupération en passant aussi. Voilà, vous avez peut-être moins la tête au cyclisme. C'est peut-être plus compliqué de se concentrer à ce moment-là. Surtout que le Canada, en ce moment, hein, si on parle le Canada qui était plutôt proche d'Israël, les pays nord-américains étaient plutôt proches d'Israël, le Canada a décidé d'arrêter de vendre des armes à Israël et on va dire que les relations sont beaucoup plus en froid maintenant avec Israël et puis la situation ne s'est pas améliorée depuis hier. Donc autant vous dire que ouais, la situation n'est pas évidente. Et puis moi, je suis assez inquiet aussi d'un point de vue économique pour cette équipe. Je rappelle que l'économie d'Israël, en cas de situation de guerre, Israël est un pays qui est un petit peu particulier parce qu'en fait, tout le monde doit faire une formation militaire. Ce qui en France n'existe plus. Hein. En France, on a tous fait la journée d'appel à la défense, mais bon, ça dure 15 jours. On ne peut pas dire qu'on ait une grande formation militaire après être sorti de la journée d'appel à la défense, pour ceux qui l'ont faite. Donc c'est presque plus une journée de recensement, une journée que vous perdez de cours au lycée, plus qu'autre chose. Et là, du côté de la situation donc, d'Israël, vous parlez un petit peu économique, Israël, tout le monde doit faire une formation militaire, je crois, de 2 ans. Même maintenant les orthodoxes, parce que les orthodoxes étaient les seuls qui n'étaient pas obligés de faire cette formation pour des questions en fait d'organisation. C'était très compliqué avec l'église orthodoxe en Israël. Même eux maintenant sont appelés pour faire une formation militaire, ce qui va poser des problèmes d'organisation à Israël. Et ce qui fait que l'économie est à l'arrêt, l'économie israélienne. Donc je me pose des questions sur l'avenir en termes de sponsoring d'Israël Première Tech, parce que est-ce que Sylvain Adam a encore énormément de moyens à mettre dans cette équipe, c'est une équipe qui a un énorme budget pour une équipe de 2e division, qui a des résultats qui ne sont pas forcément en adéquation avec son budget. Donc je me pose des questions quand même sur l'avenir de cette structure, si la guerre se poursuit en Israël. Est-ce que économiquement ça pourra tenir? Ça c'est une question que je me pose. Bon, et c'est vrai que la situation en ce moment, ça joue peut-être sur le mental des coureurs. 2e coureur flop, Champoussin. Champoussin c'est fou parce que après sa victoire sur la Vuelta, je me souviens encore de sa victoire sur la Vuelta, j'avais été émerveillé ce jour-là. Je crois que c'était la première Vuelta qu'on suivait sur la chaîne, vraiment en intégralité, étape par étape. Je me disais, ah putain, Champoussin, c'est pas mal. L'année d'après chez Decathlon, c'est très compliqué, mais bon, je me dis, bon, parfois ça arrive, on a du mal à remettre la machine en route, c'est parfois compliqué. Sauf que chez Arkea, l'année dernière, c'est pas top en termes de résultats. De tête, c'est pas exceptionnel. Et que ça commence à faire beaucoup, quoi.
pour un coureur comme ça commence à être difficile. Bon, il a fait 7ème du Grand Prix Miguel Indurain. On pensait peut-être à une petite lueur d'espoir à ce moment-là. 3ème à Manosque également sur le Tour de la Provence. Bon, mais là, il est 33ème. C'est vrai que je regardais sa saison 2022. Il y a l'Arctic Race of Norway où il a été bon. Et c'est un peu que sur cette course où il a été bon. Et 4ème d'une étape à Salins-les-Bains sur le Dauphiné. Mais sinon, c'était pas fantastique. Et 5ème du Trofeo Leguelia. Voilà. Mais ça a été très irrégulier sur son année 2023. Et moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il revienne au niveau qu'il avait en 2021. Voilà. Où il gagne sur cette étape sur la Vuelta. Il fait également un très bon tour du Luxembourg. 6ème du Tour de l'Ain. Il y avait vraiment eu des super résultats. 4ème d'une étape également du Tour de Romandie. En échappé sur l'étape de Barcelone et sur l'étape de Port-Avenay sur le Tour de Catalogne. Il y avait eu vraiment des chouettes résultats. Et ça fait depuis 2 ans que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il ne passe pas un cap. Il a 25 ans quand même. Aujourd'hui, Champoussin, quand il a été recruté par Arkea, pour moi, il avait été recruté quand même avec un statut vraiment de leader pour aller jouer les classements sur les courses par étape d'une semaine, sur les classiques également importantes du calendrier. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est pas le cas pour ce coureur. Donc ça, c'est un petit peu frustrant quand ça ne marche pas autant que vous le souhaitez. Et puis je termine avec Jérémy Cabot. C'est le syndrome un petit peu 3ème division, Jérémy Cabot. C'est pas simple pour Jérémy Cabot parce que c'est un coureur qui est arrivé de Saint-Michel alors qu'il était dans l'équipe Total Energy. L'année dernière, il ne fait pas une mauvaise saison chez Total Energy. Je pense qu'il a eu le sentiment d'une injustice, de ne pas avoir son contrat de renouvelé avec la Total Energy. C'est un coureur qui était dans cette structure depuis 2020. Il avait déjà eu un moment compliqué parce qu'il avait fait 2 ans à Roubaix en Continental et il avait dû redescendre chez les amateurs en 2019. Là, il se retrouve de nouveau dans une équipe Total Energy. Puis, il se retrouve chez Saint-Michel. C'est vrai que depuis le début de saison, beaucoup d'abandons. À part le prologue du Tour de la Provence où il fait 5ème. Sinon, c'est beaucoup d'abandons. 2 abandons là, hier et aujourd'hui. Abandon à Vitré, Paris-Camembert, Cholet, Classique Pays de la Loire. Abandon sur le Tour de la Provence. Il a fini en fait que le Région Pays de la Loire Tour, Étoile de Bessèges, Grand Prix de la Marseillaise. C'est vrai que c'est difficile en ce moment pour Jérémy Cabot. Je pense qu'il il a du mal à comprendre vraiment ce qui lui arrive en termes de résultats, parce que l'année dernière c'était pas mal. En plus, on a eu la confirmation, grosso modo, il n'y avait pas le budget pour le garder, ce qui semble incroyable du côté d'un sponsor comme la Total Energy. Et bon, on le voit, Alain Boileau par exemple chez les amateurs ça a été difficile. Jérémy Lecroc également difficile chez les amateurs. Soit tu arrives à te relancer, par exemple Alexandre Delettre chez Saint-Michel, soit tu t'enfonces. Et ça a été le cas aussi des frères Barbier, par exemple l'année dernière, qui n'ont pas réussi à se relancer. Ça va un petit peu mieux chez Philippe Wagner désormais, mais c'est le cas aussi d'un coureur comme Jérémy Cabot. Donc j'espère qu'il va réussir à trouver des solutions. Mais pour le moment, cette première partie de saison, ces 20 premiers jours de course ont été extrêmement difficiles. Il sera encore au départ demain. Puis après, il faudra repartir à l'entraînement parce que là, pour le moment, c'est très compliqué en termes de résultats. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve, il y a les départs fictifs. Il y a pas mal de vidéos aujourd'hui, demain, l'Amstel par exemple, le Grand Prix du Japon. Enfin voilà, pas mal de contenu sur la chaîne dans les heures à venir. Allez, ciao sur la Marek Production.